Bonjour les amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Apparemment, il y a toujours le son et l'écho. Et je reviens ici. Car le temps est arrivé, comme vous avez vu le titre, d'avoir enfin le reportage tant attendu sur France 5. La fabrique du mensonge concernant justement l'EVRAS, éducation à la vie sexuelle, n'est-ce pas? On attendait ça impatiemment et apparemment sur leur chaîne, il est dit que ça devrait être accessible. Je vais vous partager ça. Ça devrait être accessible. Un instant. Partager l'écran. Donc, je vous laisse apprécier la date. Un instant. Un instant, un instant. On termine de dire ce qu'on a à dire. Donc, comme vous pouvez le voir ici, les amis. Un instant, comme ça vous le voyez bien. N'est-ce pas, la fabrique du mensonge? Égalité filles-garçons, le gouvernement abandonne les ABCD, soi-disant. Et la fabrique du mensonge, éducation à la sexualité, l'école sous pression, éducation à la sexualité, l'école sous pression, fake news, tout ça. Donc il y a un communiqué de presse du 21 janvier 2025 apparemment, donc ça, il y a 7 jours, donc il y a une semaine. Et c'est prévu pour dimanche 9 février à 21h05 sur France 5 et sur France TV. Ça, c'est très intéressant. La fabrique du mensonge, éducation à la sexualité. Nous sommes le 28 janvier 2025. Alors, je me suis amusée un petit peu à lire, puisque j'étais interviewée par Pierre Zéo et Jawar Nadi, la réalisation, 80 minutes, inédit. France 5 propose une nouvelle soirée, la fabrique du mensonge, intitulée Éducation à la sexualité, n'est-ce pas? L'école sous pression, avec la diffusion d'un documentaire réalisé par Jawar Nadi et Pierre Zéo, suivi d'un plateau présenté par Thomas Snegarov, invité communiqué ultérieurement. Je ne sais pas qui va être là. France 5 propose une nouvelle soirée, la fabrique mensonge, intitulée Éducation à la sexualité, l'école sous pression, avec la diffusion d'un documentaire suivi d'un plateau présenté par Thomas Negarov. Nous répétons, nous lisons juste ce qui est écrit. Chaque année, des milliers d'élèves, donc on déjà nous met le topo, des milliers d'élèves assistent à des séances d'éducation à la sexualité, un lieu d'échange sans tabou, où toutes les questions liées à l'intimité peuvent être posées. Mais, depuis quelques mois, ces séances sont au cœur d'une bataille sans précédent. Une colère qui s'est illustrée en Belgique et qui a vite gagné la France. Derrière cette campagne mensongère, donc le postulat est pris apparemment, sur le contenu, derrière cette campagne mensongère sur le contenu même des séances d'éducation à la sexualité, des figures catholiques et musulmanes, je reprends la phrase pour qu'on ne dise pas que je ne dise pas. Derrière cette campagne mensongère sur le contenu même des séances d'éducation à la sexualité, virgule, des figures catholiques et musulmanes, mais aussi des personnalités connues de la sphère complotiste et des rappeurs. Ok. Il y a 10 ans déjà, un épisode de désinformation sur ce thème faisait reculer le gouvernement. Une bataille plus que jamais d'actualité en cette fin d'année 2024. L'éducation à la sexualité est au cœur d'une campagne de dénigrement et de fausses informations. Comment la désinformation a transformé en quelques années à peine un sujet d'éducation en enjeu politique. Comment l'école, via les réseaux sociaux, est devenue le centre d'une bataille idéologique. Point d'interrogation.
nouveauté, La Fabrique du mensonge disponible en podcast. Voilà. Voilà. Donc on va voir. Propose une sélection de ses documentaires les plus emblématiques en version podcast. Chaque semaine, un nouvel épisode proposera à l'auditeur de plonger dans l'univers des fausses informations et de leur fabrication. Donc, comme vous voyez, c'est prévu pour ce 9 février prochain. Mais déjà, on nous donne le ton dans les commentaires, dans le résumé qu'on est en train de nous faire. Donc moi, ce que je veux faire, nous sommes le 28 janvier. D'accord ? Nous sommes le 28 janvier. Nous sommes le 28 janvier, comme vous pouvez le voir. Et je souhaite, un instant, je crois que c'est cette histoire-là. Allô ? Est-ce que vous m'entendez sans le système ? Un instant. Je vais juste vérifier quelque chose. Voilà, on va voir. Là, normalement, il n'y a pas d'écho. Il y a moins d'écho. Logiquement, vous m'entendez. Vous m'entendez ? Confirmez, les amis. Chers parents de tous bords, de France et de Belgique, surtout, et d'ailleurs, mais bon, vous aurez compris. Moi, je vais vous faire écouter l'interview, justement, pour cette émission, où on m'a contacté pour que je donne mon témoignage à France 5, dans le cadre de cette émission. Et j'ai exigé d'enregistrer. C'était la condition sine qua non que j'accepte l'interview. C'est un interview d'1h30. Un interview d'1h30. Nous sommes le 28 janvier 2025. C'est-à-dire 10 jours avant le lancement de l'émission, du documentaire de Pierre Zéo, La Fabrique du mensonge, mais surtout, quand on voit le résumé qui en est fait, moi, je voudrais que vous fassiez, je ne dirai rien parce que je n'ai pas encore vu le documentaire, mais je veux que vous fassiez votre propre opinion de mon interview avec France 5 concernant La Fabrique du mensonge, qui a été fait en date du 26 septembre 2024. Et il nous avait dit que ça allait sortir en janvier, donc au 21, voilà, on arrive en février, ils étaient en train de lancer le nécessaire, donc je veux que vous écoutiez de vos propres oreilles. Je ne dis rien, je veux que vous écoutiez de vos propres oreilles. C'est ici, c'est enregistré. On reprend. D'accord, mais en tout cas, on peut peut-être s'accorder sur le fait qu'on filme et qu'on ne diffuse pas. Hein. C'est ça Non, le problème, c'est qu'on a déjà eu le coup avec la RTBF. Mais moi, est-ce que je vous connais personnellement? Ah non, mais nous, on est français. Ah, mais moi aussi, je suis française, c'est pas le problème. On dit 55. 35, oui, d'accord. On est 35. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est jamais trop prudent. J'ai le droit d'avoir aussi je pense qu'il faut, nous, il faut qu'on appelle. C'est une question de confiance. La confiance, écoutez, on a été de diaboliser. Comment? Bah écoutez, moi j'ai entendu des choses, bien, pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que on a déjà eu le coup. On nous a diabolisé pendant près d'un an. Et nous, on fait le nécessaire. Si on avait voulu vous diaboliser, on ne vous aurait pas donné la parole. On a fait la même chose avec la RTBF, monsieur. Oui, mais après, la RTBF, c'est un autre enjeu. Nous, on est à froid, on n'est pas à chaud. Et c'est pour quelle émission? Oui. Ça s'appelle La Fabrique du mensonge. Voilà, oui. C'est très subversif comme ça. Bah non, mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que dans une période de désinformation, chacun pense dire la vérité. Un instant. Par là, ce côté. On revient en arrière. On va commencer l'interview. Hein. Écoutez, vous avez bien entendu, c'est là. On va commencer l'interview. 26 septembre 2024.
J'étais venue avec des parents. Des fédérations, les sources. On garde un déclément, une hésitation. Voilà, on vous met toujours à votre avantage. On n'est pas là pour dénaturer vos propos. Vos propos, ils ont un sens, on sait très bien comment vous vous positionnez. On va restituer votre positionnement. Je ne vous garantis pas qu'il soit conservé de A à Z. C'est tout, mais je préfère être transparent avec vous. D'ores et déjà, pas que vous ayez le sentiment qu'après, on n'est pas respecté. Non, mais il n'y a pas. D'accord, si on ne peut pas le voir avant en public, on je vous assure, dans ma vie, une seule fois, c'était un sous-marin. Mais moi, je suis exceptionnelle, moi. Dans le politique, ils vont dire, mais moi, je suis une femme, moi, c'est déjà pas pareil. On fait le Après, c'est tout ça, selon je comprends votre position, hein, mais juste le tuto et la reprendre. Ouais. Ils m'ont filmé, mais ils nous ont demandé de ne pas les filmer, comme quand on avait filmé la RTBF. Donc, l'équipe de parents m'a filmé et m'a enregistré. Là, c'est l'enregistrement intégral de l'interview avec France 5 sur la fabrique du mensonge. Vous allez entendre. On va commencer. C'est parce que c'est pas mis par écrit, on doit vous faire confiance. Voilà. Ça, c'est un parent qui me suit. On doit respecter les parents, comme la Constitution le prévoit à l'article 24, ce qui n'a pas été fait. Donc pendant 10 ans, en fait, les parents ont été laissés dans l'ignorance de ce qui se faisait sur leurs enfants, alors qu'on avait déjà commencé l'éducation sexuelle en maternelle et en primaire. Oui, juste, j'ai pas très bien compris vos propos sur les incendies. Qu'est-ce que vous insinuez que, dans le fait qu'on n'ait pas retrouvé les coupables? Moi, je ne sais pas, je ne me sens pas concernée par cela. Et c'est très grave d'ailleurs. C'est pas les écoles qu'on doit incendier. C'est ce guide, entre guillemets, nauséabond, qui n'a rien à faire dans nos écoles et à l'intérieur de nos écoles. Que la ministre de l'Enseignement fasse son travail pour lequel elle est payée par nos poches, dans le terme instructionnel, déjà, en termes instructionnels. Ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Toutes les écoles n'arrêtent pas de protester en expliquant qu'elles n'y arrivent plus. Pourquoi? Parce qu'elles ont un déficit financier au niveau structurel pour pouvoir assumer les élèves au niveau déjà du B.A.B.A., au niveau des cours instructionnels. Et on sait débourser près de 6 millions. C'est quoi ça? C'est toi? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Radia Oulexir. Je suis née à Paris en 1979. J'ai fait mes études à Anières-sur-Seine, dans le Haut-de-Seine, en 92. Puis ensuite, j'ai fait aussi mes études dans le Val d'Oise. Et à mes 20 ans, je me suis expatriée en Belgique. J'ai travaillé dans des sociétés multinationales. J'ai fait un parcours à la base électrotechnique et puis des études d'analyste programmeur. Et j'ai aussi écrit un livre assez pamphlétaire sur la société, qui fait près de 1200 pages, que j'ai divisé en plusieurs tomes. Je suis pour la liberté d'expression totale. Aujourd'hui, on voit bien qu'on confisque aux citoyens un maximum de ses droits et on fait de l'inversion accusatoire. Donc, nous sommes citoyens engagés, des parents, et on est là pour défendre notre intérêt et l'intérêt de nos enfants. Les seuls éducateurs ici sont d'abord les parents. Et je suis une féministe, mais pas ultra-féministe. Donc, tout dépend de ce qu'on fait dire au contenant et au contenu. Et donc, j'estime que l'éducation relève des parents
Pas intégralement, puisque à la base, quand on met nos enfants dans une école, il y a un projet pédagogique, il y a une relation de confiance qui doit se créer entre les parents et les directions d'école. Cette confiance a été rompue, pas de notre côté, elle a été rompue par les manigances et les procédés antidémocratiques qui ont été faits sur nos enfants. Vous voyez, je peux vous en donner. Aborder la question. C'est bel et bien la part de sexualité. Un enfant elle a été rompue par les manigances et les procédés antidémocratiques qui ont été faits sur nos enfants et désastreux qui ont été faits sur nos enfants. Et aujourd'hui, il s'agit de parler de l'autorité parentale avant de parler du droit de l'enfant avec des hobbies qui veulent faire tout et n'importe quoi sur nos enfants. Et ça, je sais le prouver, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça fait 10 ans que je fais de la veille sur tous ces acteurs associatifs. Et quand je criais loup, on ne me croyait pas à l'époque, en 2015. Mais les parents ont pris beaucoup plus conscience de la problématique beaucoup plus tard. Et aussi parce qu'ils n'étaient pas écoutés par les directions d'école, vu que dans le décret mission de 97 qui a été changé, où on avait introduit les races, à la base, en 2012, quand il a été introduit, il s'agissait de parler d'adolescents, de secondaire supérieur. Mais doucement, doucement, nous sommes redescendus vers les maternelles et primaires. Et il y a eu des débordements. Le problème, il y a eu des débordements, il y a des enfants qui ont été choqués avec des animations d'éducation sexuelle, parce qu'on veut faire très enjoliveur, c'est nous enjoliver les choses en disant c'est que c'est du relationnel, de l'affectif, il y a trop de violence, contre l'harcèlement. Mais la question sexuelle, on a des bouquins et des supports pédagogiques qui font de l'incitation à la pédophilie et qui sont tamponnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous avons les vidéos, nous avons les supports, nous avons les déclarations. Et puis en 2016, je me suis fait passer pour une dame volontaire de l'erreur. On m'a envoyé des catalogues. Avec qui vous jouez? Pluraliste de planning. Avec qui vous jouez? Là, on faisait l'éloge. Avec qui on joue? D'Allemagne. Tu joues avec Radia. Où on incitait donc, on disait, vous pouvez utiliser avec vos manettes d'animation sexuelle tout le panel de tout ce qu'on vous donne dans la base de données pour déployer cela. Et il y avait des peluches en forme de vulve et de pénis, pour des ados. Ils rentraient déjà en maternelle. Vous avez le CVASBL, soi-disant le Centre de défense pour l'enfance. En fait, on utilise la cause des litiges dits hommes-femmes pour qu'il y ait une brèche, mais pour faire de la déconstruction identitaire. Vous avez le lobby LGBT qui s'appart de la question. Vous avez plusieurs acteurs associatifs qui convergent, mais depuis le début, les parents ont été mis hors sujet. En 2011, on a invité un parent d'association qui représenterait les fédérations catholiques d'enseignement, une personne de parents d'élèves, 10 parents d'élèves qui représenteraient les fédérations de l'enseignement officiel. Ni les autres parents n'ont été invités. Je veux dire, si vous n'adhérez pas à ces deux associations de parents, fédérations de parents, entre guillemets, vous l'avez dans le baba. Expliquez-nous pourquoi les associations et les pouvoirs organisateurs scolaires au niveau islamique n'ont pas été invités. Leur littérature nous pointe du doigt comme des conservateurs. Je refuse ce terme. J'aime bien dire cela. Être conservateur, ça vient de la racine conserve. Une conserve a une date de péremption. Nous ne sommes On va continuer vite fait. La vie familiale, qui mettait la pression, par exemple, de s'attaquer au lobby de la pornographie. Puisqu'on allait à faire de la prévention de nos enfants contre le harcèlement, contre les déviances sexuelles, contre la pédophilie, contre l'inceste. Oui, nous ne sommes pas contre.
Mais qu'est-ce qui a été fait au préalable? Le problème, c'est que le verre est déjà dans la pomme. Parce que maintenant, on parle de droit sexuel de l'enfant. Un oxymore. L'enfant n'a pas de sexualité. C'est un postulat sociologique et non scientifique, et encore moins pédopsychiatrique. Et il y a beaucoup de choses à dire, et ça, on sait très bien. C'est venu avec les préconisations de l'OMS, avec notamment les plannings familiaux allemands de BZGA, qui ont fait du lobbying pour, en 2010, parler de la sexualité des Européens. Il y a eu un déploiement avec plusieurs pays d'Europe d'une autre manière. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé en France. Juste une minute, parce que vous dites beaucoup de choses, et j'aimerais bien revenir sur les éléments que vous venez de citer. Notamment, le premier, c'est que vous parlez de pédophilie, justement, au sein de l'école. Ces animations, pour vous, elles permettent ça? C'est des animations qui ont pour but de pervertir les enfants? Ces animations sont subversives. Pourquoi? Parce que l'enfant n'est pas en mesure, ni la capacité psychologique d'encaisser ces données. Il y a du support pédagogique, de déconstruction identitaire, couvert d'égalité. Les lobbies LGBT, pour expliquer leur spécificité, s'accaparent nos enfants à l'intérieur des écoles pour des enfants que ces personnes ne font pas. Je ne parle pas des homosexuels, je suis très nuancée. Parce qu'il y a des homosexuels dans notre mouvement qui sont sidérés, et ils savent très bien qu'après, ils vont être les prochaines victimes de ce débordement des lobbies LGBT. Les lobbies LGBT ne représentent qu'une infime partie finalement des homosexuels. Beaucoup d'homosexuels n'adhèrent pas à leur philosophie agressive. Quand les parents ne sont pas invités autour des questions, il y a un problème aussi bien démocratique, mais je ne sais pas par quoi commencer parce qu'il y a tellement justement de données à vous donner. Ceux qui sont derrière les stratégies concertées de l'EVRAS sont notamment le planning, les fédérations laïques de planning familial, avec le Centre d'action laïque et les lobbies LGBT, ainsi que les lobbies ultra-féministes. Alors, sous couvert d'inégalité homme-femme, on vise à faire de l'égalité. Du mai 68, c'est pas pour autant qu'on a toujours une égalité salariale de 30% à un niveau matériel. Mais maintenant, on veut faire de la déconstruction identitaire à un niveau philosophique. Et voilà, c'est un outil de propagande pro-IVG pour faire dépénaliser totalement l'IVG du code pénal. Pas ultra-féministe. Les lobbies LGBT se greffent dans cette brèche-là d'éducation pour soi-disant ouvrir et épanouir à la sexualité de l'enfant plus tard, qu'il n'y ait pas des traumatismes plus tard. C'est un postulat sociologique. Regardez le travail de Michel Bozon et ce qui a été fait en conséquence sur la sexualité des Français. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites sur plusieurs années et on l'a repris notamment. Il y a des statistiques qui sont faites sur la sexualité et on se base sur cela. Il n'y a rien de scientifique. C'est d'abord sociologique et un postulat. Un enfant n'a pas de sexualité. Un enfant a de la sensorialité. Ça, c'est une chose. Et ça, ce sont des pédopsychiatres qui le disent. Des pédopsychiatres qu'on essaye aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, ceux qui font la pluie et le beau temps, ce sont les lobbies qui veulent s'accaparer donc l'éducation sexuelle sans l'accord des parents, en nous contournant sous couvert de santé, avec le CDASBL qui n'a rien de spécifique à la santé, puisqu'il y a des anthropologues, tout sauf des pédopsychiatres. Tout sauf des pédopsychiatres. Et vous avez la ministre Christine Montréal qui reprend cette étude. Alors, on nous parle d'homoparentalité, on va nous parler de beaucoup de choses. On va essayer de nous présenter comme des homophobes. Quand, dans la note interfédérale contre l'homophobie et la transphobie, on met des brasses comme un outil à l'intérieur des écoles permettant d'enlever cette homophobie à la racine, on fait de l'intrusion éducationnelle des parents et on montre les parents comme étant défaillants par défaut et comme étant des pressions sociales d'inégalité. Les parents sont devenus des pressions sociales en fait sur leurs enfants. En fait, c'est un rapt parental qu'on est en train de voir sous nos yeux, de l'autorité parentale, mais aussi de notre droit le plus absolu et inaliénable
d'éduquer nos enfants. Pour qu'il y ait un partenariat, il faut qu'il y ait déjà consentement de la part des parents. Est-ce qu'on nous a demandé la permission de faire cela? Pour des cours philosophiques, on nous fait signer des documents. Parce que oui, vous voulez que votre enfant participe à quel cours de morale, cours de religion israélite, catholique, protestante, islamique? Oui, on nous fait signer un document. Est-ce que nous sommes d'accord ou non? Pourquoi ça n'a pas été fait pour les animations Théoras? Les plannings sont des associations extérieures à l'école. Les enfants, notamment ados, il faut faire de la prévention, n'est-ce pas? On n'est pas contre. Ils se sont créés une niche. On s'est retrouvé avec en 2012-2013, le protocole de 2013 avec Marie-Dominique Simonet qui disait qu'il ne s'agissait pas de se substituer aux parents. En 2019, pendant c'est-à-dire 6 ans, ces associations-là ont eu des financements à raison de 300 000 euros annuels, puis ensuite 400 000, 500 000, 600 000, et elles ont commencé à rentrer dans les écoles par rapport à l'autorisation qu'avait donnée la ministre Céline Frémaux. On rentre dans les écoles, ce sont des acteurs externes. On fait rentrer dans les écoles sans que les parents ne sachent ce qui se passe. On n'a pas forcément les mêmes conceptions philosophiques. Est-ce qu'on peut respecter la liberté et le choix des parents de mettre leur enfant dans telle ou telle école? Oui ou non? Aujourd'hui, où on en est en 2000? On va faire plus court, si vous le voulez bien. Ah oui, c'est très condensé. Mais on va vous poser des questions pour justement, mais on va faire des choses un peu dans l'ordre. Tu veux dire quelque chose? Oui, je vais juste reformuler un peu la question, parce que je n'ai pas bien compris ce qui bougeait concrètement dans le pourcentage de des races, là-dedans. Tout. Il y a énormément de choses à dire dans le guide des races, c'est-à-dire que là, on commence à parler de plaisir et de consentement à des enfants en bas âge. C'est pas pour rien que de l'autre côté, avec le Centre d'action laïque, qui a plaidé dans son mémorandum 2024, mais déjà depuis 2014, que l'école devrait être obligatoire à 3 ans. Pourquoi? Pour s'accaparer le plus tôt possible nos enfants, et ce sont comme des apatalodés, on les modèle comme on a envie, au détriment de ce que veulent faire les parents avec leurs enfants en termes éducationnels. Et là, on rend tout obligatoire. Ça s'est cristallisé en 2019, quand la ministre Caroline Désir est rentrée en fonction. Elle a remanipulé le protocole de 2013 et elle a fait l'accord de coopération entre la FOEB, la Communauté française et la COCOF. Et là, c'était une manière de ne plus laisser le choix aux parents, sans qu'ils aient. En 2019, ils n'étaient même pas au courant, hein. Mais on faisait déjà de l'éducation sexuelle à leurs enfants en maternelle et primaire. Donc c'est déjà anticonstitutionnel. Mais pour revenir sur le guide Evras, le guide Evras vient de SOS SIDA, qu'on appelle aujourd'hui la SDR-OIS, avec Madame Drouzy, et Fédération laïque de planning familial. Il a été fondu par eux. Il y a aucun spécialiste autour de cette table. Ils se sont autoproclamés experts. De plus, Madame Drouzy a fait des déclarations en 2019 dans un journal, ainsi que Madame Caroline Désir, que la labellisation, c'était pour évincer tous ceux qui avaient un discours, c'est-à-dire nous serions à leurs yeux des rétrogrades, des conservateurs, et tous ceux qui étaient pro-vie, en fait. Et on nous appelle des anti-choix. Les mots ont leur importance. Pour l'instant, l'IVG, c'est bel et bien ceux qui sont pro-IVG, qui ne laissent pas le choix au fœtus de vivre. Nous sommes des humanistes. On ne dit pas que l'IVG n'est pas important dans une certaine mesure, qui était à la base une exception. Que nous ayons une école de 200 élèves, qu'on ait 20 classes. Elle a remanipulé le protocole de 2013 et elle a fait l'accord de coopération entre la FOEB, la Communauté française et la COCOF. Et là, c'était une manière de ne plus laisser le choix aux parents, sans qu'ils aient. En 2019, ils n'étaient même pas au courant, hein. Mais on faisait déjà de l'éducation sexuelle à leurs enfants en maternelle et primaire. Donc c'est déjà anticonstitutionnel. Mais pour revenir sur le guide Evras, le guide Evras vient de SOS SIDA, qu'on appelle aujourd'hui la SDR-OIS, avec Madame Drouzy,
et la Fédération laïque de planning familial. Il a été fondu par eux. Il n'y a qu'un spécialiste autour de cette table. Ils se sont autoproclamés experts. De plus, Mme Rosier a fait des déclarations en 2019 dans un journal, ainsi que Mme Caroline Désir, que la labellisation, c'était pour évincer tous ceux qui avaient un discours, c'est-à-dire nous serions à leurs yeux des rétrogrades, des conservateurs, et tous ceux qui étaient qui étaient pro-vie, en fait. Et on nous appelle des anti-choix. Les mots ont leur importance. Pour l'instant, l'IVG, c'est bel et bien ceux qui sont pro-IVG, qui ne laissent pas le choix au fœtus de vivre. Nous sommes des humanistes. On ne dit pas que l'IVG n'est pas important dans une certaine mesure, qui était à la base une exception. Mais pour celles qui veulent se faire très féministes, il faudrait leur poser la question, qui cela arrange le plus l'IVG? Est-ce l'homme ou est-ce la femme qui est mise dans un désarroi total? La responsabilité, elle ne doit pas reposer sur toute la société quand des personnes ont pris des mesures en se sentant libres de faire ce qu'ils voulaient. Donc l'hédonisme, cette société de liberté qu'on nous vend à tout va, et qui n'a plus de repères et plus de limites, il en a assez parce qu'elle a fait beaucoup de dégâts et on arrive déjà à la fin. Donc aujourd'hui, il faudrait peut-être prendre le taureau par les cornes pour avoir moins d'hypersexualisation, moins de drames parmi la jeunesse, et avoir le courage, par exemple, de s'attaquer au lobby de la pornographie. Puisqu'on a les manettes de l'audiovisuel, on a les manettes de l'Internet. Pourquoi? Parce que la pornographie n'est rien d'autre que de la violence envers la gente féminine, la chosification des femmes. Et après, on s'étonne des dégâts, des viols et de l'impact que cela a sur le mental de nos enfants. Moi, je voudrais juste savoir, depuis combien de temps vous vous intéressez à l'Evras? 10 ans. J'ai une assez grosse documentation sur tous ces acteurs associatifs. Vous voulez J'ai lu les 300 pages du guide. J'ai tout lu. Mais je n'ai même pas besoin de le lire. Pourquoi? Parce que je connais déjà l'ADN des personnes qui sont derrière ce guide. Et toutes les personnes qui ont fomenté, là, qu'on appelle pudiquement stratégie concertée, ça ne m'étonne pas ce guide. Pourquoi? Parce que dans leur littérature, on voit bien leurs dérives. Et la labellisation, c'est une manière d'évincer tous les religieux, tous ceux qui ont une vision humaniste, qui ont le droit de cette labellisation, parce qu'il y avait par exemple des fédérations et des associations catholiques qui faisaient de l'Evras en milieu scolaire. Ça les a dérangés. Ah, on préfère me dire, vous êtes homophobe, vous êtes anti-choix. Alors il faut les évincer pour qu'on donne, soi-disant, une information correcte, fiable, du calme, des LGBT. Et quand dans leur littérature, ils ont fait en sorte de penser déjà à la question du veto parental, il faut voir. Ils ont dit qu'on va le contourner par la porte d'entrée de la santé. Je voudrais juste savoir, ces animations existent depuis 50 ans en Belgique. Préméditer. C'est vous qui dites, mais je veux dire par là, pourquoi est-ce que soudainement, en 2023, ça pose problème? Alors, les animations dites d'éducation sexuelle existeraient, je dis bien, le conditionnel depuis 50 ans, c'est faux. L'éducation sexuelle se faisait, premièrement, à des adolescents d'environ 15 ans, 16 ans, et c'était beaucoup plus approprié, n'est-ce pas? Nous avions des cours de biologie quand nous avions à peu près 12 ans, 13 ans, cours de biologie sur l'anatomie et la reproduction, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qui a existé pendant, je dirais, près de 40 ans, avec des plannings à l'extérieur et les ados qui allaient pour voir parler de leurs problèmes, d'accord? Et de la sensibilisation. Ça, pour moi, c'est nickel chrome. Là où on va vraiment dans le mur, c'est qu'on a changé. L'Evras, c'est quoi? C'est les plannings maintenant qui rentrent dans les écoles, sans autorisation parentale, l'école qui trahit les parents, les lobbies LGBT qui s'accaparent la question des races qui rentrent dans les écoles, les ultra-féministes qui veulent défendre leur position militante pro-IVG qui rentrent dans les écoles et qui font de l'endoctrinement sur nos enfants sans l'autorisation parentale.
Vous voyez? Et on va dire, sous couvert de santé, de non-inégalité. Et tout ça, nous, en tant que parents, nous sommes des pions. On n'a pas notre mot à dire. C'est comme ça, et il suffirait de faire un décret et vous dire que c'est comme ça. Je reviens sur le décret de 2013 qui, lui, laissait une liberté aux écoles, aux directions d'école, de mettre en place les VRAS. Les VRAS, ce n'est pas la formule d'éducation sexuelle préalable qu'il y avait. On aimerait passer un gros cap en 2012, mais avec le contenu qui est une bombe atomique, c'est-à-dire de convergence de plusieurs associations, de lobbies, qui mettaient la pression sur les politiques. Vous avez Nicolas Menskat, des fédérations laïques de la lutte familiale, qui mettait la pression à Mme Dominique Simonet pour dire qu'il fallait impérativement qu'ils arrivent à s'imposer à l'intérieur de toutes les écoles. Ils ont fait une cartographie dans toutes les écoles de toutes les animations d'éducation sexuelle qui ont été faites sur nos enfants. De quel droit? Et tout le temps, ils disent oui, les 20% n'auront pas d'éducation sexuelle. Ce sont des gens à risque parce qu'ils sont dans le professionnel et dans le technique. Et les gens les jeunes qui ont des cours dans le domaine général sont bien plus avisés. Depuis 2014, depuis 2012, ils sont toujours à du 20%. Par contre, les budgets ont explosé. On est à du 6 millions aujourd'hui. Mais juste, vous pensez que, parce que ces animations, elles ont aussi un but de prévention, de santé publique, justement de sensibiliser les jeunes sur leurs droits, sur le consentement. Est-ce que vous pensez que ces questions-là, on peut les aborder à l'école? Oui, on peut les aborder à l'école, à l'adolescence, à partir de 14-15 ans. Oui. Oui. Mais pour lutter contre contre la pédophilie. Alors, il aurait déjà fallu, comment il n'aurait pas fallu? Dans un premier temps, il aurait déjà fallu concerter les parents. Le problème, c'est que premièrement, il n'y a aucune donnée, aucune data en Belgique. On se base sur les dites data en France. Carl Zéro, quand ça nous arrange, c'est un complotiste, quand ça ne nous arrange pas, on sait chier. C'est pas moi qui le dis. La code.be, c'est une ONG spécialisée dans l'enfance. Il n'y a aucune data statistique. Et on a eu des personnes du Centre d'action laïque, telles que Sylvie Laudert, qui disait 2 à 3 enfants par classe sont incestés. C'est-à-dire que nous, en tant que parents, pour pouvoir faire passer les bras à leur sauce, on est insultés par défaut comme étant tous potentiellement des incestueux. C'est-à-dire que, supposons que nous ayons une école de 200 élèves, qu'on ait 20 classes, 4 à 5 enfants soi-disant incestueux, c'est gros comme jamais, 5 enfants, donc qui auraient 2 parents logiquement, donc 2 parents, il y a 10 parents incestueux par classe, faites le total, donc par école, et faites multiplier par toutes les écoles de Bruxelles, pas que de la Belgique. On est combien d'incestueux ici en Belgique? Tout ça pour faire du forcing. Il n'y a aucune data. Je les mets tous au défi de venir nous donner des data. Il y a le nombre de victimes. Oui, on ne dit pas que ça. On parle de 160 000 enfants. Oui, mais le problème, c'est qu'on n'a pas la même sociologie en Belgique. On n'a pas non plus les mêmes rapports. C'est comme si vous me parliez de 10% en France, ça représenterait une certaine, ou 5%. Vous voulez dire que c'est pas utile en fait? Non, je ne dis pas que ce n'est pas utile. Il faut de l'exactitude, il faut de la probité intellectuelle, il faut de l'argumentation, mais avant tout, il faut un débat démocratique qui n'a jamais eu lieu pendant 10 ans et auprès des familles qui n'ont. Donc, on a fait ça dans le dos des familles. Et vous voulez nous parler de confiance? Pas possible. Est-ce qu'on peut reprendre justement sur les événements? C'est-à-dire que le 7 septembre, il y a ce fameux vote. Restituez-moi en fait ces moments-là. Comment vous mobilisez? Quel rôle vous jouez quand vous voyez que justement cette question-là va être votée au Parlement fédéral? Depuis des années, on a essayé de solliciter les politiques. C'est pas d'aujourd'hui que j'essaye de solliciter. J'ai vu Madame Céline Frémaux en 2019, quand ils étaient encore en campagne, j'ai parlé avec tous les acteurs politiques qui étaient là à la place d'Aillé, à Scarbeck à l'époque. J'ai même des vidéos où je filmais, où je disais, j'ai informé déjà depuis 2015. Mais ils ont tous fait la sourde oreille. Ces politiques m'ont tous, hormis un qui m'a reçu en 2023. C'était le président du Parlement bruxellois qui m'a reçu au Parlement pour entendre nos doléances. Nous avons posé sur la table la documentation et il est effaré, il avait interpellé tous les députés. Comment vous pouvez voter pour ça? Comment vous pouvez voter pour ça?
Ensuite, on a essayé de le lyncher médiatiquement parce qu'il a pris position, notamment par rapport au génocide à Gaza. Et notamment, c'est surtout aussi par rapport à l'Evras. Pourquoi? Parce qu'il nous a reçus. Et ensuite, une responsable à l'intérieur du Parlement, sous l'appel de Mme Caroline Désir, lui a dit, parce que Mme Caroline Désir, on lui a dit, mais pourquoi vous les avez reçus? Moi. J'ai rencontré Mme Caroline Désir le 11 février 2024 aussi. Je voudrais juste revenir sur la date du 7 septembre, parce qu'elle est assez importante. À ce moment-là, justement, il y a le vote à l'Assemblée fédérale. On ne semble pas mesurer, on ne semble pas avoir qu'il y ait une contestation, en tout cas sur Guy Debras. Les députés sont surpris de voir qu'il y a des manifestants devant. Expliquez-nous, vous étiez devant le Parlement ce jour-là? Moi, ce jour-là, j'étais devant le Parlement bruxellois. D'autres étaient devant le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Moi, pourquoi j'étais devant le Parlement bruxellois, même si nous y étions peu? J'ai rentré officiellement ma demande de manifestation, alors que l'endroit dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est un endroit neutre où on n'a pas forcément d'autorisation pour aller manifester. C'est un endroit où on est censé circuler, où on ne peut pas faire des manifestations. On sait y venir, mais il n'y a pas d'autorisation spécifique à avoir. Donc, par sécurité, j'ai été au courant et au fait que d'autres parents se mobilisaient. De mon côté, j'ai rentré les choses officiellement. Je m'étais dit que si ça dégénérait, officiellement, de l'autre côté, il y a des choses qui sont faites. Et puis même les policiers m'ont dit, mais vous ne voulez pas aller les rejoindre là-bas? Peut-être que vous pourriez les influencer. Je dis, mais au nom de quoi? Parce que je ne connaissais pas tous ces parents. Plein d'autres parents se sont mobilisés et savaient ce qui se passait. Mais nos politiques n'ont pas voulu nous entendre pendant 10 ans, je veux dire. C'est pas quelque chose de nouveau. Quand les parents allaient allaient se plaindre auprès des directions d'école, qu'est-ce qu'on leur répondait? Madame, monsieur, c'est comme ça, ça fait partie des missions d'école. C'est comme ça, vous avez mis votre enfant, c'est comme ça. On ne sait pas les entendre, pas les écouter. Il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu de débat démocratique autour de ces questions sociétales qui quand même concernent nos enfants. Donc tout le monde se met autour de la table, sauf les parents. On estime ça totalement démocratique. Pourquoi? Parce qu'on est vu par défaut comme étant le problème. Et dans leur littérature, s'ils disent que comment contourner le problème du veto parental, dans leur propre littérature, ils voient bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils voient bien que c'est illégal ce qu'ils sont en train de faire. Et pendant 10 ans, ils ont travaillé catimini pour essayer de rendre légal les choses, en contournant les parents. Et alors, quel rôle vous jouez dans cette mobilisation? Moi, je me mobilise tout court. Après, tous ceux qui veulent m'écouter, me suivre, tant mieux. Mais je veux dire, moi, mon rôle, j'informe. Quand je fais des manifestations et que j'introduis mes manifestations, pour moi, ce ne sont pas des manifestations, de mon point de vue, revendicatives. Je ne revendique rien parce que je suis la plus légitime en tant que parent. Pour moi, ce sont des manifestations d'information aux autres familles, pour bien leur expliquer ce qui se passe. Je ne suis pas dans un process de revendication à ce gouvernement qui n'est pas un gouvernement. Ils sont soi-disant nos représentants. Les vrais patrons, c'est nous en tant que citoyens. Oui, c'est ça être souverain. Mais ils l'ont oublié, et beaucoup de citoyens l'ont oublié aussi. Mais du coup, pour toucher toutes ces personnes, ces mères de famille, vous y prenez comment? Moi, depuis longtemps, j'essayais de... en fait, on m'a fait tellement de mauvaise publicité que c'est quelque part par rapport aux médias contestataires qui ont voulu me montrer du doigt comme étant une extrémiste, une complotiste. Ils ont fait ma pub. Et les gens sont venus plus naturellement vers moi par la suite. Il n'y avait pas de réseau, comme ils l'ont dit, comme ils ont menti. Il y avait 0 réseau. C'était des parents qui étaient déjà fâchés parce qu'ils voyaient ce qui se passait dans les écoles, sauf qu'on essayait de taire cela. Et puis on a convergé, chacun a mobilisé les gens qu'il pouvait de son côté, et ça a fait la marée de gens qu'on a vu le 7 septembre. Et qui étaient vos alliés, justement? À la base, j'en avais pas. Depuis 2015, toujours à manifester quasiment seule. On était 2, 3, je faisais des mosquées, j'essayais d'expliquer à beaucoup mais on ne me comprenait pas. Je voyais venir la vague. Ce qu'on vit ici, je le voyais déjà depuis 2015. Qu'est-ce qui a fait? Ça a pris tout seul, je sais pas. Bon Dieu, pour les croyants que nous sommes. À quel moment vous avez compris que ça prenait?
le 17, quand j'ai vu toute la foule. On était près de 2000-2500. Là, j'ai dit, je suis pas seule. Et ça m'a réconfortée parce que j'ai dit, je suis pas dingue. Et il y en a qui ont compris l'ampleur. Il y a beaucoup de gens qui sont venus par la suite me voir et m'ont donné leur témoignage. Pas plus tard qu'il y a près de la dernière manifestation que j'ai faite, c'était au 24, on était très peu, une bonne vingtaine, trentaine, pas plus. Et j'ai fait mon texte pour bien expliquer les hauteurs du problème, pour que ceux qui verront plus tard la vidéo comprennent de quoi il s'agit. Mais j'ai eu des déclarations il y a à peu près même pas 2 semaines, d'une dame qui disait que sa fille, du côté de Liège, de Verviers, 5 ans, venait de se faire violer par 2 autres enfants, de son âge plus ou moins. Il y a des supports pédagogiques. Les enfants n'ont pas la maturité pour aborder ces supports. Des supports très dangereux. Le pire, c'est quoi? Qu'ils sont tamponnés par les fédérations de droits alimentaires. Vous cautionnez le fait qu'on parle de plaisir pour une fille de 3-4 ans avec des images, du support pédagogique, des éditions nez à nez. Par exemple, Éléphantine découvre sa zézette et Ricardo son zizi. Tamponnée et reconnue par Caroline Désir. On la voit photographier avec eux et en même temps, la base de données des fédérations et de la FOEB, c'est du ministère, dans la base de données de EBRAS. On est où? On parle de masturbation à la petite. Et donc, tous ces arguments-là, je veux dire, vous les partagez avec d'autres, c'est-à-dire ces inquiétudes? Moi, tout ce que je dis, c'est factuel, je sais tout prouver. Parce que le 17 septembre, vous parlez du 17 septembre à l'instant, à vos côtés sur l'estrade, il y a quand même Anne Escada, Oui. il y a Daniel Dewolf, il y a vous, enfin, il y a aussi. J'étais l'organisatrice, mais le 7 septembre, c'est-à-dire 10 jours avant, c'est la RTB en fait, qui a fait la pub, parce qu'on ne se connaissait pas. Mais quand elle a fait les articles sur nous, on a dit il y a cette personne, c'est comme ça qu'on ne se connaissait pas. On ne s'est connus pas après. Donc on ne se connaissait pas. Moi, j'ai jamais vu Alain Escada. J'entendais parler de lui, dire voilà, sans plus. Mais j'ai ni son téléphone, je ne le connais pas. Pas plus que c'est là. Ce jour-là, il était là. Il s'est invité à la manifestation. Bah ouais, comme tout le monde, les parents sont tous venus. Est-ce que vous avez été surprise par cette mobilisation, par cet élan qu'il y a eu ce jour-là? Bah, j'étais très contente en fait. J'étais surprise, je me disais, je ne sais pas s'il y aura du monde, mais j'espère qu'il y aura autant de monde que le 7, qu'au 7 dernier. Et vos vidéos, quels échos elles ont eu au sein de la communauté musulmane? Bah écoutez, s'il y avait vraiment eu un écho depuis le temps, depuis 2015, je crois qu'on se serait mobilisé bien avant. C'est par la suite que ça. Je pense que la mayonnaise, elle a vraiment pris et qu'ils ont vraiment pris conscience au 7, un peu avant, avec leur expérience personnelle de ce qui arrivait sur leurs enfants. Ou, voilà. Vous vous souvenez, parce que vous parlez souvent vous faites référence à il y a 10 ans, mais il y a 10 ans en France, on a eu un événement un peu similaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez des ABCD de l'égalité. Oui. Est-ce que c'est un événement que vous avez eu, que vous avez bien en tête? Oui, tout à fait. Avec Farida Belboul, c'est ça? Exactement. Quel souvenir vous en avez gardé de cet épisode? Bah oui, avec je crois les JRE, les journées de retraite d'école. Oui, mais après, ça s'était estompé. Mais moi, je revoyais la vague en Belgique. En fait, je voyais qu'on était en train, avec la théorie du genre, c'est pas une théorie. Là, monsieur allait me faire la décompte. Est-ce que vous êtes, monsieur, vous êtes binaire, cisgenre? Vous êtes quoi? Moi? Je ne sais pas. Je suis moi. D'accord. Mais il faudrait quoi? Qu'on reprenne la définition des lobbies LGBT, qui veulent nous faire tout le dictionnaire Larousse et le Robert. Et moi, je suis hétéro, je suis une femme. À moins qu'on me dise non, tu as ton sexe mental, tu as ton sexe biologique. C'est de la déconstruction. C'est ça qu'on veut apprendre à nos enfants avec les races. Oui, c'est ça, il s'agit de ça. C'est pas de la. On s'est tout prouvé. On va pas devant les tribunaux pour rien. Mais je veux dire, en tout cas, en ce qui concerne les ABCD d'égalité, il s'agissait de lutter contre les stéréotypes de genre. De dire aux enfants qu'en fait, une fille peut aimer une autre couleur que le rose, qu'un garçon peut aimer une autre couleur que le bleu, que si une petite fille a envie de jouer aux voitures,
c'est possible, et qu'un petit garçon peut jouer à la poupée, ça pose pas de problème. C'était ça les stéréotypes de Oui, genre. mais on avait besoin de ça. On avait besoin des bras ou des stéréotypes. Est-ce qu'on avait besoin de ça pour le faire? Moi, j'ai fait des études d'électrotechnique dans les années 90-90. Nous étions 2 femmes au lycée, 2 filles en classe. Il n'y avait que des garçons à moustache dans notre classe. Ça ne nous a jamais posé problème. On est féministes, on peut faire un travail et des filières jeunes, il n'y a pas de problème. On avait besoin des bras pour ça. On n'a pas eu besoin des ABCD de l'égalité pour ça. Ce qui disait, c'est autre chose. Et qu'est-ce que vous avez pensé du combat de Farida Belgoul en 2014? Oui, je trouvais que c'était noble. Après, j'ai pas suivi trop. J'ai suivi les grandes lignes, on va dire. Moi, je voyais surtout ce qui arrivait ici. Pourquoi? À chaque fin de Gay Pride, il y avait des acquis politiques qui empiétaient sur le droit des familles nucléaires via les grâces. C'est pour ça que je dis, moi, les lobbies LGBT, il ne faut pas m'en parler. Je ne parle pas des homos. Je parle de ces lobbies-là qui sont intrusifs. Et vraiment, il y a des choses, chaque fois, en plus de ça, sans compter toutes les incivilités qui relèvent énormément du code pénal, hein, qui se propagent pendant les gay prides. Normalement, il y a atteinte aux mœurs, il y a plein de choses. Pourquoi les policiers ne verbalisent pas? Ils ne font pas de travail. Après, on s'étend de la décadence de la société. Il n'y a pas de frein. Maintenant, on nous parle de l'émancipation sexuelle. On est où? On veut nous faire quoi? C'est quoi en fait? On veut nous faire un mai 68 à l'envers avec nos enfants. Vous savez que vous utilisez les mêmes termes que, vous parlez d'Antoine Clément, de lobby LGBT, vous utilisez les mêmes termes qu'Éric Zemmour. Je n'ai pas attendu Éric Zemmour pour penser par moi-même. D'ailleurs, je le consulte. Mais bon, c'est encore autre chose. Mais vous partagez le même. Mais moi, je n'axe pas ma vie en fonction de ce que dit M. Éric Zemmour. Je suis moi, je suis Rabia, et c'est largement suffisant. Mais parce que du coup, on peut s'interroger justement du fait que vous parliez, que vous dénonciez un peu. C'est peut-être lui qui parle comme moi, non? Peut-être qu'il me connaît, je ne sais pas. Non. Mais est-ce qu'on vous a souvent comparé, en France, est-ce que vous avez été la Farida Belgoul de l'Ebras? Non, je ne me vois pas comme ça. Pas du tout. Moi, je suis avec tous les parents. Je suis pour la liberté, la véritable démocratie. On va dire des choses qui piquent. Mais une démocratie en bonne santé, c'est une démocratie où on peut vraiment dialoguer. On ne se fait pas fustiger par tous les lobbies qui se prétendent et s'autopromeuvent comme étant les défenseurs d'une cause et finalement nous font de la dictature. Parce qu'après, on pourra plus parler. Par exemple, moi, je suis musulmane. Oui, nous sommes discriminés. Je ne suis pas pour une pleurniche perpétuelle ou quoi, hein, comme certains. D'accord? Le problème, c'est qu'on ne peut plus se dire, entre guillemets, merde, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et on va se réfugier. J'ai été discriminé, pas discriminé. Parlons de nos malentendus, clairement, sans langue de bois, et on va trouver des solutions. Mais là, de quoi s'agit-il? D'un manque flagrant de démocratie, de dialogue et de considération des parents. Mais ils ne vont pas vouloir le bien à nos enfants plus que nous-mêmes, en tant que parents. La première et la seule éducatrice, c'est moi en tant que femme, en tant que mère. C'est ni la Fédération Wallonie-Bruxelles, ni les politiques, puisque si, en tant que parents, nous sommes responsables de nos enfants jusqu'à leur majorité, en termes pénals, quand ils font des dégâts, je ne vois pas en quoi on vient faire de l'intrusion dans l'éducation sexuelle de mon enfant. Je n'ai pas besoin, moi, de fédération de planning. Je n'ai pas besoin qu'on m'accuse par défaut. Ma fille, elle a 12 ans. Je la prépare comment? À ses règles ou quoi? Et maman, elle a des serviettes hygiéniques et tout. Bah, tu mets un petit un protège-slip. Je la prépare, je lui fais des brasses. C'est moi qui fais des brasses. Ce n'est pas les fédérations de planning familial. Ce n'est pas le cadre. Ce n'est pas leur idéologie qui va passer au sein de l'école, alors qu'on a besoin de d'argent pour l'instructionnel. Nous sommes en déficit. Le rôle de la FEB, c'est qu'au niveau instructionnel, elle paye les écoles avec nos impôts et qu'on ne fasse pas de la déconstruction identitaire sur les enfants en me montrant du doigt, parce que la prochaine étape, ça va être la judiciarisation des parents sous couvert de non-discrimination. Vous entendez?
Prochaine étape. Ça, c'est souvent que je ne pouvais pas être fustigé par tous les lobbies qui se prétendent et s'autopromeuvent comme étant les défenseurs d'une cause et finalement nous font de la dictature. Parce qu'après, on pourra plus parler. Par exemple, moi, je suis musulmane. Oui. Les tags Noé Brass sur les Oui, établissements. vous avez n'importe ce qu'il faut, on peut le faire. L'idée, c'est pas de faire un lien entre vous, Je me sens pas mais c'est entre la tous les niches financières sur les deniers publics pour influencer les politiques et s'enrichir. Moi, je les appelle les associations de malfaiteurs. C'est un rapt parental qu'on est en train de nous faire, sous nos yeux, sous couvert de bienveillance. Et c'est pas complotiste. Je vais au pénal. C'est pas pour rigoler. Quand est-ce qu'on va au pénal, les amis? Là, on prend pour une rigolote. Je demande que ça. C'est pas une rigolote. Allons au pénal, les parents. On ira au pénal. On ira là où on devra aller pour défendre nos enfants. Et en Je peux continuer, elle fait encore une demi-heure de plus. On va s'arrêter, on va clôturer à 1 heure. C'est largement suffisant. Donc, la fabrique du mensonge. Vous voyez, ça c'est mon interview avec France 5 pour l'interview La fabrique du mensonge. On va voir comment ils vont amener leur documentaire ce dimanche 9 février prochain. Là, je vous ai fait écouter l'enregistrement. Je vous ai mis 1 heure sur les 1h30, sur les 1h50, on va dire. Ça devrait le faire. Donc, faut pas nous prendre pour des débilos, n'est-ce pas? Quand vous voulez. Et partagez un maximum avec les familles. Dimanche 9 février, on va voir ce que France 5 et France TV va dire, puisque déjà, je vous ai déjà lu le petit résumé qui donne déjà le ton, où on essaye de nous faire passer pour des complotistes. Moi, je préfère me faire passer, qu'on dise de moi que je suis complotiste que comploteur. Quand il y a des complotistes d'un côté, ça veut dire que de l'autre côté, il y a forcément des comploteurs. Bonne journée et bonne méditation, les amis. Je viens pour libérer les quartiers, pas de quartier pour quartier libre. T'as la vision d'un journaliste, alors je t'appelle le presbyte. Une presse qui n'a de street que le nom de domaine de son blog. Je vois pas le monde qu'à travers l'iris d'un seul géopolitologue. Oh, je dément leurs attaques autour d'un témente, car je suis un banlieusard avec le sens de l'edutainment. Je suis mi-beurre, mi-blanc, dans un contexte de Birmingham. Reprocherait-il à Cassius Clay d'avoir côtoyé Louis Farrakhan? Non. Alors pourquoi font-ils des chichis quand je vais voir Stelio Capo Chichi? Je suis pas le MC de ces bobos masochistes bullshit. Je suis d'aucune église, d'aucun extrême et d'aucun gauchisme.